Alors du coup, pour cette troisième partie, on va à nouveau se concentrer plutôt sur le pacte européen et à la fois tant sur ses enjeux que sur sa médiatisation, que ce soit sur les questions vraiment écologiques mais aussi sur l'UE. Et donc on va commencer, je vais commencer par vous présenter donc, nos deux intervenants qui sont donc Théo Verdier et Lucas Lallemand. Est-ce que vous voulez peut-être vous présenter rapidement, savoir ce que vous faites, etc. Bon, vas-y Lucas. Moi, Lucas Lallemand, je suis chargé de plaidoyer pour Quota Climat. Chargé de plaidoyer, c'est le nom gentil pour lobbyiste. Et Théo Verdier, je suis co-directeur de l'Observatoire Europe de la Fondation Jean Jaurès. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus juste sur en quoi consiste l'Observatoire Bien Europe ? sûr, la Fondation Jean Jaurès, c'est la première association politique fondée en France en 92 sur le modèle des think tanks allemands. Donc les Stiftung, les fondations politiques allemandes. Et donc c'est un laboratoire d'idées comme maintenant on en connaît plein. Mais l'idée étant de représenter pour le camp des progressistes et plutôt des sociodémocrates un laboratoire d'idées et d'action. Et donc l'Observatoire Europe réfléchit notamment à la durabilité politique et sociale du pacte vert ainsi qu'à la médiatisation des enjeux européens en France. Merci pour ces présentations. Et donc pour commencer, j'aurais aimé savoir sur ce pacte vert, puisque tu parles de la durabilité du pacte vert. La grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le pacte vert est réellement durable et quelque part aussi social, puisqu'on a commencé aussi à en parler. Si tu as quelques idées, on est très preneurs de les entendre. Merci beaucoup. Écoutez, le récit qui a été fait par Mathis est assez bon. Si on se raconte une histoire, en fait, il ne faut pas confondre météo et climat, sauf que météo et politique sont intimement liés. Donc 2018, on a une extrême canicule partout en Europe, on a des incendies qui sont forts. C'est d'ailleurs là qu'on remet en place l'idée, une idée qui vient du rapport Barnier qui est de 2006, l'idée d'une sécurité civile européenne qui soit renforcée par rapport à ce qu'elle était avant, pour envoyer des pompiers, pour mettre en commun notre force de sécurité civile. On a ce mouvement Fridays for Future, le mouvement des jeunes pour le climat, la montée en puissance de certaines personnalités. Et les élections européennes, effectivement, voient un boom. Je ne veux pas raconter le récit, mais juste, il y a finalement une temporalité, un mouvement politique, un fond de l'air en 2019 qui fait qu'on sent une vocation européenne ou en tout cas un appel à une action sur le climat dont se saisissent. Et ça, c'est important parce que je crois que c'est un peu différent. La droite européenne, puisqu'en fait, le Parti populaire européen reste le premier parti européen à la fois représenté au Parlement et au Conseil, donc là où sont nommés les différents chefs d'État, et donc au Conseil de l'Union, là où on a les ministres. Et donc, on a un momentum politique qui arrive à la conclusion du pacte vert européen, qui est la neutralité climatique, et à sa transcription 2 ans plus tard, en 2021, de l'idée d'avoir 55% de réduction de nos gaz à effet de serre d'ici à 2030. Donc ça, c'est le récit de la temporalité. Et en fait, le défi politique qu'on a derrière, c'est celui du timing, et c'est toujours pareil quand on parle de politique européenne. Je vous donne un exemple. Vous êtes certainement familier, comme tous les Français maintenant, de la notion du texte RGPD sur la protection des données personnelles. Il faut bien voir que le RGPD, c'est première évocation par la Commission en 2012, ensuite repris par la Commission Juncker en 2014, vote en 2016, entrée en vigueur en 2018, premières amendes 2018-2019, et donc transcription sur l'Internet français, mondial et européen autour de 2008-2019. Et donc cette temporalité, cet étiage très long de 6, 5, 7 ans, il est toujours présent dans la politique européenne qui est à la fois une politique de consensus, qui est une politique fédérale et donc par nature qui prend son temps. Je veux dire, vous regardez le fonctionnement politique, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Inde, des plus longues dans un État unitaire comme la France. Donc c'est assez naturel. Néanmoins, on a un problème là-dessus, c'est comme en France on médiatise peu les enjeux européens et les enjeux climatiques, Lucas, je te ferai la transition, on a toujours l'impression que ça tombe du ciel. Et donc sur le pacte vert, c'est exactement ce qui va se passer. Je vous prends un exemple. Les ménages vont par exemple se mettre à payer une forme de taxe carbone sur les modes de transport et les chauffages polluants à partir de 2027, avec un fonds social mais assez réduit pour constituer un amortisseur, un matelas à partir de 2026.
Ça, c'est voté aux alentours de 2021. Donc, on a 5-6 ans d'écart entre la décision de la mesure et sa mise en application. Vous allez en plus avoir des transcriptions ou en tout cas des modes d'application, notamment du matelas, qui seront différents selon les États membres. Et je peux vous assurer que quand on a mis ça en place, il n'y a eu aucun débat public en France sur la question de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Et dans le fond, sans rentrer dans le débat du est-ce qu'il faut que les ménages contribuent sur les modes de chauffage ou de transport polluant, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on sera sûr qu'on va se retrouver avec une forme de gilet jaunisation de l'application du pacte vert dans le mandat 2024-2029. Pourquoi? Parce que finalement, dans la légèreté de l'être de Kundera, il amène le fait que la légèreté a un problème, c'est l'inconsistance. Et qu'en fait, au moins, la lourdeur a cet avantage qu'elle est pérenne. Et donc là, c'est pareil, la norme, c'est une feuille de papier et donc elle a cette inconsistance. Et donc, voter le pacte vert, c'était politiquement difficile, mais c'était en termes de vie réelle, économique, sociale, de la politique au sens de la vie de la cité, c'était facile. Et maintenant, le défi devant nous, c'est son application, c'est sa mise en œuvre. Et donc, je vous donne un autre exemple. On a interdit les voitures thermiques à partir de 2035 dans l'Union. Génial, tant mieux, yes. Sauf que c'est 12 millions d'emplois, l'industrie automobile européenne, et le passage électrique, c'est environ un emploi sur 5 qui est menacé dans cette filière. Et donc, c'est évidemment un mouvement qu'il faut accompagner, il faut transformer ça, alors vous le direz comme vous voulez, en croissance, en tout cas en mouvement positif. Et c'est évidemment une transition qu'il faut faire. Sauf que la question qui va se poser quand on a 20% d'importation de voitures chinoises électriques, c'est comment est-ce qu'on le fait tout en conservant une industrie productive et dans les territoires où il y a de l'industrie, une dynamique qui ne soit pas imputable dans 10 ou 15 ans à des mouvements décidés au niveau européen. Et je cite 2 derniers éléments pour répondre à ta question. Vous avez peut-être lu les échanges entre Raphaël Glucksmann et François Ruffin il y a quelques semaines ou quelques mois dans le cadre de la campagne des européennes, qui s'échangeaient quelques idées par missive élaborée. Et dans une de ces missives, François Ruffin parlait de comment est-ce que dans la Somme, on a vécu la désindustrialisation comme une trahison européenne liée, et là on est 20 ans après, à l'ouverture en 2004 aux pays d'Europe occidentale et centrale et orientale. Eh ben, je voudrais éviter que dans 20 ans, nous tenions les mêmes propos sur le passage à une économie verte en disant que nous avons détruit ce qui nous restait d'appareils productifs parce que nous sommes soit allés trop vite, soit que nous n'avons pas accompagné ça. Et donc, la durabilité politique du pacte vert, c'est un enjeu central du mandat qui vient puisqu'on passe dans la mise en œuvre et je finis, c'est le deuxième élément que je voulais amener en conclusion, sur le fait qu'on le fait avec une majorité qui va changer. Et donc, Mathis commençait de le dire, mais quelques données. Aujourd'hui, il est probable que la moitié des députés européens qu'envoie la France au Parlement européen soient d'extrême droite, donc soit Reconquête, soit Rassemblement national. Donc quasiment 45% des députés européens, si on prend les sondages d'aujourd'hui. Ça peut évidemment changer puisqu'on se décide tard aux élections européennes, on se décide souvent dans la semaine précédant le scrutin, un peu plus tard que pour les autres élections. Et surtout, les groupes Identité Démocratie, où siège le RN, et Reconquête, où siège, les conservateurs, où siège Reconquête, pourraient être le 3e et le 5e groupe du Parlement européen. Et donc finalement, les climato-sceptiques ou ceux qui sont contre le pacte vert pourraient représenter jusqu'à un député sur 3 dans le mandat qui vient, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc pourquoi? Parce qu'on a ce rétrécissement à la fois du groupe des Verts et du groupe Renew. Donc sans avis sur comment ces groupes-là se positionnent aujourd'hui, en girouette ou pas, pour Renew, sur le pacte vert, ce que je vois, c'est qu'on rentre dans le dur, donc on passe de la légèreté à ce qui pèse. Et pourtant, le nombre de poids politiques ou le poids politique qu'on aura au Parlement européen pour défendre la mise en application de cette transition est plus faible. Et donc, aujourd'hui doute que le pacte vert tel qu'il est décrit, tel qu'il est défini, soit durable. Et donc, il va falloir trouver une nouvelle forme pour le mettre en œuvre. Et est-ce que tu as une idée de quelle forme ça pourrait prendre dans un tel contexte? Parce que c'était justement la question que j'avais en tête de comment on va pouvoir mettre en œuvre concrètement ce pacte vert dans ce contexte politique, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne. Est-ce que, sachant que c'est ton métier, que tu travailles dessus au quotidien, tu as peut-être une idée de comment on va y arriver d'une manière ou d'une autre? Écoutez, il y a 2 choses. Un, ce qu'on voit, c'est que, et la France est un très bon exemple de ça, la mise en œuvre a quitté le domaine qui était depuis 20 ans celui des milieux écologistes, de l'action locale, du changement par l'action concrète, mais peut-être à plus petite échelle, pour celui de la technostructure. Et en fait, la France a un très bon exemple, c'est-à-dire qu'on a essayé la Convention citoyenne sur le climat. C'était génial.
sauf qu'on n'a pas réussi à mettre en place ce qui en est ressorti, alors que vous rendez-vous compte que le mandat de la Commission européenne pour le climat, c'était non pas comment arriver à moins 55, mais à moins 40, qui était l'ancienne version de nos objectifs climatiques. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce que fait la France d'habitude, c'est qu'on a remplacé ça par la planification écologique, qui là est beaucoup plus agréable. C'est Jean Monnet, commissariat général au plan quinquennal, c'est parti mon kiki, structure jacobine, verticale, au moins on a la feuille de route, entreprise, collectivité, État, tout le monde se met dans le sillage. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Post-2019, en fait, on est rentré par cette, on va dire, normalisation de l'objectif écologique dans cette forme de technocratisation dans laquelle on est passé de l'incentive au règlement. Et donc, aujourd'hui, finalement, le pacte vert, c'est la dure réalité face auquel on est. Et donc, la dure réalité de cette transition, c'est par exemple le fait de retourner notre appareil productif automobile pour faire de l'électrique. C'est le fait qu'on veut, je me gardais l'idée dans justement la loi sur la restauration, Farm to Fork, la stratégie de la ferme à la fourchette, passer à 25% de bio, alors même qu'aujourd'hui on voit que le bio est plutôt en rétrécissement sur son cœur de marché. Et donc finalement la machine est lancée. La question c'est plutôt comment ne pas aller vers un détricotage politique. Et donc ça c'est purement le résultat des élections européennes qui arrivent, puisque les élections européennes sont une élection, et c'est difficile en France de le voir comme ça, d'influence. Et je conclurai là-dessus, mais je ne réponds pas à ta question, je la contourne, j'espère, habilement. C'est-à-dire qu'on a l'habitude en France d'amener le fait qu'une élection soit celle d'un homme ou d'une femme, ou en tout cas de cette structure verticale et jacobine. C'est vrai de notre maire, de notre président de conseil régional, les conseils régionaux sont étrangement personnalisés ces temps-ci, et du président de la République, c'est évident. Et en fait, même si vous voyez la campagne des européennes en France, j'ai l'impression de revivre une deuxième campagne législative. C'est-à-dire qu'on a chaque personnalité qui représente un courant politique qui vient se mesurer. Et l'un des thèmes de cette campagne législative serait l'Europe. Ce qui du coup fait une campagne plutôt passionnante. Moi j'ai beaucoup de plaisir à la suivre. On a juste oublié complètement l'échelon européen et le résultat de ce que ces élections amèneront dans l'équilibre des forces. Et en fait ce qui va se passer dans la temporalité, c'est donc on vote le 9 juin. Ensuite d'ici juillet, Conseil européen, on va nommer un ou une présidente de la Commission européenne. Et aujourd'hui, par exemple, Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente, est candidate. Juste un exemple, puisque je lancerai le sujet d'après, le nombre de passages médias sur le JT de TF1 d'Ursula von der Leyen dans les 5 dernières années est de 12. C'est-à-dire qu'on parle d'une personne qui dirige la destinée de 450 millions de personnes à la tête d'un exécutif, et on en parle certainement moins, je pense, qu'il faudrait regarder que le président de certains États européens, on va dire modestes en population. Estonie, Lituanie, etc. On a les chiffres là qu'on est en train de sortir pour faire un observatoire au milieu de la campagne, mais la médiatisation par exemple du sujet et des candidats européens qui pourraient occuper cette présidence de la Commission est très faible. Et donc le sujet, c'est qu'il faut réussir à avoir le storytelling suivant, c'est que le résultat des européennes est un résultat d'influence sur la feuille de route politique du mandat 2024-2029, et donc les jeux ne sont pas faits. Ce qui est sûr, c'est que la machine est lancée, c'est bénéfique. La question, c'est comment est-ce qu'on évite le détricotage. Et ça, c'est purement un jeu politique qui va se jouer dans les quelques semaines à venir. Merci pour l'explication. Et justement, tu commences à parler de médiatisation, et donc moi j'aurais deux questions. La première étant plutôt centrée sur Quota Climat, pour lequel tu es chargé de plaidoyer. Mais si Théo, tu veux réagir après, il n'y a pas de souci. Et donc la question, c'est un peu de savoir concrètement, on parle de médiatisation, là on parle du coup de pacte vert. Est-ce que toi, sur Quota Climat, qui est donc axé vraiment sur la médiatisation des questions climatiques, tu vois dans ton travail, est-ce que tu penses que c'est assez médiatisé, ou en tout cas, est-ce qu'on en parle entre guillemets bien quand c'est discuté, et est-ce qu'on en parle tout court? Du pacte vert ou des élections? Plus du pacte vert? Pacte vert, et puis après on fera peut-être élection, comme ça on fait une chose à la fois. Ok, ça marche. Alors je pense que le pacte vert, en fait, il est symbolique du traitement médiatique des enjeux écologiques dans leur ensemble. Peut-être pour faire un petit laïus là-dessus. Le changement climatique, ça représente entre 1 et 2% des émissions de gaz à effet de serre. Le laïus, ça représente 1 et 2% de la couverture médiatique en France aujourd'hui. Donc on pourrait croire qu'on en parle tout le temps. C'est d'ailleurs ce qu'on peut entendre dans les repas de famille, mais en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Ça représente entre 1 et 2%. Et la biodiversité, c'est 10 fois moins. Donc c'est 0,2%. Donc en fait, il y a une grosse carence quantitative des médias traditionnels sur les enjeux environnementaux modernes. Et on pourrait croire que lorsqu'on en parle peu, mais lorsqu'on en parle, on en parle bien. Ça, c'est faux aussi.
Lorsqu'on en parle, bien souvent, il y a des problèmes d'image. C'est-à-dire que par exemple, là on a pu le voir récemment avec les canicules, les grosses chaleurs qui sont arrivées avec le début du printemps. On voyait beaucoup de reportages avec des enfants qui couraient près de fontaines, de gens qui pouvaient enfin aller se baigner. C'est cool de pouvoir manger une glace en famille fin mars, c'est quand même sympa. Au Brésil, il y a eu des températures ressenties à 62,3 degrés. 62,3 degrés. On montrait des images de plage. Et j'aimerais mettre un peu l'emphase là-dessus. C'est pas que les médias conventionnels qui faisaient ça. Il y a un article de Reporter, par exemple, donc le média de l'écologie, qui titrait une Rio de Janeiro ressenti 62,5 avec une image de plage. Donc bien évidemment, le but c'est pas de tirer sur nos alliés, ce serait un peu contre-productif, déjà que, comme l'a dit Mathis, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est pour dire que même parmi les gens qui sont sensibilisés, il n'y a pas nécessairement l'exemplarité qui vient toujours au rendez-vous. Donc premièrement. Deuxièmement, c'est qu'on donne beaucoup la parole à des polémistes plus qu'à des experts qui confondent les faits et les opinions. Donc là, vous avez tous en tête l'image d'Épinal du talk show où en fait on va amener des gens qui vont donner leur avis et on va potentiellement comparer cet avis à l'avis d'experts. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas deux avis égaux qui se confrontent. C'est qu'il y en a un qui a une expertise scientifique ou due à son métier et l'autre qui va juste donner son avis. Mais moi, je ne me permettrais pas d'aller devant, je sais pas, Pierre Ninet et de lui dire je pense que tu devrais jouer plutôt comme ci ou comme ça. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le manque de transversalité. C'est qu'en fait, l'information environnementale, elle est silotée. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir les faits divers, et on va avoir la rubrique sport et on va avoir la rubrique environnement. Donc en fait, on va considérer l'environnement comme une entité inaliénable et stricto sensu. Alors que l'environnement, en fait, c'est quelque chose de complètement transverse. Et parler d'environnement, en fait, ça questionne tous les autres pans de notre société. Parler d'environnement, c'est questionner la manière dont on se nourrit, la manière dont on se soigne, la manière dont on se déplace. Et je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant à faire avec l'économie, par exemple. En fait, l'économie, on la traite dans la transversalité. En fait, quand on parle d'un thème, on va évoquer ses conséquences ou ses enjeux économiques. Typiquement, l'image un peu tape à l'œil, c'est l'inflation. Si on évoque un fait divers dans le JT de 13h, un monsieur qui veut ouvrir ou une dame qui veut ouvrir sa baraque à frites, on va dire tiens, par contre, dans ce contexte inflationniste, ça semble un petit peu compliqué. Voilà, donc là on applique réellement ce comportement de transversalité qui permet de comprendre le sujet dans son ensemble. On ne fait pas du tout ça avec l'environnement. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est des dissonances qui existent entre les différents programmes et la publicité. C'est-à-dire qu'on va avoir un programme qui traite d'environnement. Je vais prendre par exemple TF1. TF1 qui a mis en place une part dans son JT, donc une part quotidienne qui s'appelle Notre Planète. Donc il y a une petite mention tous les jours sur l'état du monde, l'état de l'environnement. Donc on peut avoir cette séquence-là informative et juste après avoir une pub pour des SUV ou pour une semaine de vacances all-inclusive au Qatar par exemple. Donc ça, en fait, ça crée de la dissonance chez les individus et on ne comprend pas qu'est-ce que la réalité. Est-ce que ma réalité, ça doit être la réalité qui est dépeinte dans cette séquence Notre Planète, ou est-ce que c'est le mode de vie dont on fait la promotion dans la publicité? Donc voilà, ça c'est un quatrième point. Pour peut-être répondre à ta question, après avoir fait ma pub, je pense que le Green Deal, il est représentatif de ce traitement médiatique, c'est-à-dire, en fait, on va vouloir créer de la polémique. Je suis pas, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas un expert du Green Deal et je ne suis pas non plus un expert de la représentation médiatique du Green Deal. Donc ce que je vais vous dire, c'est plus de l'instinct et de l'intuition et ce que j'ai pu avoir avec mon expérience. Mais si jamais vous pensez d'autres choses, n'hésitez pas à partager. En fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de polémiques qui vont être tournées sur la question du Green Deal et des enjeux du Green Deal. Et en fait, on va vouloir faire de la polémique. Donc, c'est-à-dire que si on prend l'agriculture, par exemple, qui était le gros sujet, un des gros sujets du Green Deal, en fait, les médias vont faire une opposition quasiment ontologique, quasiment une opposition de nature entre l'agriculture et l'environnement. Donc ça va se ressentir dans les débats. Et les personnes qu'on va inviter vont devoir choisir entre être des pro-agriculture et des pro-environnement. Donc ça, c'est un phénomène, ce phénomène de polarisation, c'est un phénomène qu'on peut retrouver dans tout l'espace médiatique, mais je pense d'autant plus pour l'écologie. En fait, on est soit pro-écolo, soit pro-agriculture, donc contre les agriculteurs.
Et ça c'est absolument lunaire, parce que c'est absolument lunaire, parce que la transition, elle concerne dans un premier temps les classes les plus précaires, et notamment les agriculteurs. Donc je ne vais pas refaire tout le laïus de la transition sociale, parce que je pense que vous avez déjà suffisamment entendu déjà ce soir. Mais pour parler spécifiquement de l'agriculture, à aucun moment, les médias vont par exemple mettre la lumière sur les conditions qui ont fait que l'agriculture est ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a très très peu de remise en contexte. L'historique de la PAC, par exemple, qu'est-ce qui a fait qu'on a fait la promotion d'un modèle productiviste. Et ça, moi je vous le dis, je ne vous dis pas ça en tant que défenseur d'intérêt ou en tant que… Enfin, c'est pas une promotion politique que je vous fais là, c'est une vérité historique. C'est la PAC était destinée à la base pour que l'Europe soit autonome alimentairement. Donc il y a eu des gros moyens qui ont été mis sur la production avec les prix planchers, etc. Ça, c'est une vérité technique. Mais pourtant, cette vérité-là, technique, vérifiable, elle ne va jamais être montré par les médias conventionnels. Donc ça, c'est pour l'environnement. Et je pense que en fait, faudrait… C'est un petit peu un vœu pieux parce que on est l'économie médiatique, c'est un peu une économie de l'attention. Mais moi, j'ai le sincère espoir que ces enjeux-là soient moins personnalisés, que ce soit moins une joute constante entre les pros et les antis, qu'il y ait moins de clash et que les fonds du sujet soient plus mis en avant, parce que en fait, les gens méritent d'être informés. Enfin, la liberté d'information, c'est une liberté qui est constitutionnelle et qui est fondamentale, et ça nous définit un peu en tant que personne. Enfin, si on veut, pour savoir ce qu'on pense d'un sujet, il faut être bien informé sur le sujet, et pour pouvoir se construire son propre avis. C'est comme ça qu'on se construit en tant que personne aussi. Donc je pense sincèrement que les médias ont une responsabilité au-delà de leur responsabilité sociétale, je dirais presque éthique, à faire leur travail correctement. Est-ce que Théo, tu as peut-être aussi des choses à… Ah, il y avait des questions, pardon. Vas-y. Sur le droit à être bien informé, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut se jouer au niveau européen sur l'encadrement justement pour faire en sorte que les citoyens européens soient bien informés, qu'il y ait peut-être une loi contre la mauvaise information climatique. Voilà. Quel est ton point de vue, quel est le point de vue de Quota Climat là-dessus? Alors c'est intéressant que tu parles de ça. Moi je suis chargé de plaidoyer France, on a des chargés de plaidoyer européens avec une équipe qui se consolide de plus en plus. Je vais te répondre sur ce que je sais, donc c'est pas mon niveau d'expertise, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Pour être tout à fait honnête, la désinformation environnementale, c'est pas une des grandes lignes directrices de l'Union européenne. La désinformation, ça l'est, et donc on peut vraiment jouer là-dessus. Ce qui est bien, entre guillemets, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la désinformation va également couvrir tout ce qui est ingérence étrangère, donc également souveraineté de l'Union européenne. Donc je sais qu'il y a un gros travail qui va être fait là-dessus. Donc oui, l'échelon européen, c'est un échelon qui est très intéressant. Et c'est également dans le droit européen, il y a également dans la Constitution de l'Europe, enfin dans ce qui fait office de Constitution de l'Europe, parce que l'Europe n'a pas une constitution stricto sensu, il y a un droit à l'information. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je coupe la parole à quelqu'un? Bien sûr. Vas-y. J'ai une question, mais je ne sais pas si vous pouvez y répondre. J'aurais peut-être dû la poser un petit peu plus tôt. Mais au pire, jamais trop tard, elle sera dans l'air. Mais au niveau, un de mes arguments pour voter un parti écolo aux européennes, c'est que je me dis qu'ils vont s'aligner les uns les autres, ils vont faire des alliances avec d'autres partis européens écolos. Mais à quel point vraiment ça existe là? Parce que je me dis qu'un parti français écolo n'a pas du tout les mêmes revendications qu'un parti par exemple polonais pour des raisons énergétiques, par exemple passer à la voiture électrique, donc qui n'est pas une solution en soi, ok, mais par exemple proposer la voiture électrique n'a pas du tout le même poids en Pologne, déjà pour question de moyens, ou en Allemagne, pareil pour la question énergétique en France. Donc à quel point vraiment les partis écolos s'alignent dans leurs propositions et dans leur vote? Tu réponds? Je veux bien, mais je crois qu'il y a encore une question si tu veux qu'on en prenne plusieurs et qu'on… Ouais, on peut en prendre. Sur un sujet complètement différent. Ah, peut-être que vous pouvez rapidement, répondre. alors, sur les deux sujets qu'on vient de traiter. Juste sur la question de la médiatisation du pacte vert, la médiatisation des enjeux européens et des politiques publiques liées au climat et à la biodiversité en Europe. Un jour, j'ai fait une interview de Bruno Patino, le président d'Arte,
que vous connaissez peut-être, sur ce sujet de savoir pourquoi sa chaîne était consubstantiellement en train de parler l'Europe et pas les autres. Et je me suis fait engueuler en me disant que je ne posais pas la question de la bonne façon. Et donc Bruno Patine est quelqu'un de très impressionnant, je me suis fait engueuler sévère. C'était pas un super moment dans ma vie. Mais pourquoi est-ce qu'il a amené que la question était mal posée? Dans le sens où finalement, et là je prendrai mes propos plutôt que les siens, mais je reviendrai sur ce qu'il m'a dit. Il faut voir, et c'est pour ça que l'approche de Quota Climat, je la trouve intéressante, mais elle peut se discuter. Il faut voir l'information comme un entonnoir. Il y a le contenu de ce qu'on met dedans, qui est la réalité de ce que vous vivez, les exportations chinoises sur la voiture électrique, pour reprendre cet exemple, le contenu macroéconomique ou naturel, la vérité scientifique, ça c'est la vie réelle. Et il y a ce que la vie politique en fait, et donc la vie politique, si jamais vous prenez quelques théories sur l'agenda politique, il est une lutte constante pour qu'on traite les sujets dans une arène qui est le jeu politique, qui a un temps déterminé, qui est celui d'une session parlementaire, de la durée d'un JT, qui est le temps qu'on a à accorder au débat public. Et donc, il y a une lutte dans les sujets pour savoir lesquels seront mis à l'agenda. Donc, c'est une lutte entre à la fois responsables politiques, l'opinion via les sondages, les réseaux sociaux et les médias. Et donc ça, c'est finalement l'intérieur de l'entonnoir. Et à la fin, le goulet, c'est une rédaction qui se réunit tous les jours à 9h, puis à 15h, et qui doit faire 37 minutes de JT le soir. Et donc, évidemment, ils ne peuvent pas traiter. Puis, ils ont en plus la tête dans le guidon parce qu'il faut faire 37 minutes d'émission de qualité pour 5 millions de personnes, pour TF1 par exemple, le soir même. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme tout mouvement naturel, ils vont là où il y a le moins de résistance. Et donc, vous allez dans une rédaction, la rédaction politique de TF1 ou d'M6, et vous leur dites expliquez-moi la navette parlementaire française. Vaille que vaille, il y en a toujours 5 sur 10 ou 8 sur 10 qui vont réussir à vous expliquer les grandes notions. Peut-être qu'il y en aura 2 qui seront vraiment forcenés à vous expliquer comment les différents détails. Vous dites expliquez-moi le trilogue, qui est en fait la manière dont les institutions travaillent ensemble pour légiférer au niveau européen, qui est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la politique européenne exactement comme la cinquième pour vous la représenter facilement. Vous avez le président qui est le Conseil européen, c'est les chefs d'État qui donnent des orientations. Vous avez un exécutif, imaginez le Premier ministre qui est la Commission européenne et son président, et donc c'est le gouvernement qui agit. Et donc vous avez une chambre basse, le Parlement européen, une chambre haute, le Conseil de l'Union. Et donc c'est aussi simple que ça. Mais aller dans une rédaction, par exemple la rédaction que je connais bien d'M6 pour le 1945, qui est un JT assez suivi notamment par les plus jeunes. Déjà, ils n'ont même pas de correspondant ni à Strasbourg ni à Bruxelles. Ils envoient le mec de Lille pour suivre quand il y a une plénière et un sujet intéressant. Et donc, évidemment, tous les matins, quand il faut faire son JT, on a un coup d'entrée vers la politique européenne qui est bien plus forte que vers la politique française. Et donc, déjà, on a une limite au bout de l'entonnoir dans le fait de couvrir la politique européenne qui est par une limite de connaissance et de hiérarchisation. Et donc ça, c'est clair qu'il faut inverser cette hiérarchie des priorités. Je pense que c'est pareil sur les enjeux climatiques, notamment dans le fait de la manière dont on les présente. Néanmoins, ils ne sont que le bout de la chaîne. Et donc l'autre question, c'est du bas vers le haut. Comment est-ce que nous, en France, on discute des enjeux politiques européens? Et donc Farm to Fork, le sujet, je reviens là-dessus, des agriculteurs et de quelle politique européenne on a pour l'agriculture, c'est un débat que le débat public européen a eu en 2020-2021 quand on a renégocié la PAC et quand on a adopté la stratégie Farm to Fork. Et donc, les Européens, nos amis, ça les a surpris. Là, quand à la fois les Pays-Bas, quand la France, quand ces débats nationaux-là sont venus. Et je reviens sur la question du timing dont je parlais tout à l'heure. Ce débat, il n'infuse pas au niveau français parce qu'on n'a pas des visages sur des clivages. On a peu de débats politiques français avec des personnes identifiées qui discutent de politique européenne. Puisqu'en fait, elle est le domaine réservé du président de la République et on en parle 4 fois par an pendant les conseils européens. Et ensuite, on a un problème du haut vers le bas. C'est-à-dire que la politique européenne est communiquée, diffusée, traitée de manière très institutionnelle et avec très peu de porte-parole, qui sont par exemple les porte-paroles en France de la Commission européenne, si ce n'est le commissaire européen qui est Thierry Breton, mais qui est aussi commissaire européen à l'économie pour le reste des 27, et donc n'est pas constamment en train de faire la promotion de son action, mais surtout le nombre de porte-paroles est finalement très faible pour défendre ce que l'exécutif européen fait. Et je finis sur un exemple qui concerne un peu le climat, qui est le traité de libre-échange avec le Mercosur, qui a vécu une première itération de validation en 2019, dans lequel, je me rappelle très bien, c'était un G20, je crois, à Osaka. Les négociateurs s'applaudissent dans le bâtiment de la Commission un vendredi soir en disant on a trouvé un accord entre Mercosur et Union européenne, ça y est, c'est parti mon kiki.
Et donc le soir même, l'info devient publique, il y a un accord, ça fait 20 ans qu'on négocie, on est content. Tout le week-end, toutes les personnes qui considèrent en France, donc à la fois gauche radicale, gauche écologiste et droite conservatrice et souverainiste, qu'il ne faut pas conclure ce type d'accord, se ruent sur les plateaux pour dire que l'Union est mondialiste, libre-échangiste et qu'elle ne prend pas en compte les priorités françaises. Ce qui est vrai, faux, ce n'est pas la question. Et en fait, on n'a aucune défense du point de vue de la Commission, qu'il négocie certainement de bonne loi, en tout cas avec une conviction que ça va aider les citoyens européens, avant que la Commission, à défaut de porte-parole, ne finisse par envoyer Pascal Lamy, qu'elle a briefé en off. Et Pascal Lamy est un ancien commissaire européen, ancien directeur général de l'OMC, sur France Inter, la première matinale de France, pour défendre son point de vue. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'arrive pas à mettre de la chair, à mettre de l'incarnation dans le débat politique européen. Et finalement, vous connaissez tous, et je le dirais pour conclure, ce débat de Carandache qui dit l'affaire Dreyfus, début de repas de famille, tout va bien, fin de repas de famille, ils se sont mis sur la gueule, ils se sont jetés du mobilier sur la tête parce qu'ils en ont parlé. Et bien c'est pareil, en fait c'est l'inverse, je veux dire, l'Europe, le problème c'est qu'on n'en est pas à se jeter du mobilier en France pour opposer nos points de vue. C'est un sujet qui est vu comme lénifiant, car beaucoup trop long, et qu'en fait on a la conviction permanente que quand on voudra se redresser la tête, dans 4-5 ans, quand on ne sera pas d'accord, et ben là, on arrivera à imposer notre point de vue. Sauf que sur le Green Deal, c'est typiquement pas ce qui va arriver. Et donc, il est important, quand les sujets arrivent dans la sphère politique européenne, qu'on arrive à en parler. Et pour ça, c'est à la fois du haut vers le bas qu'il faut les faire infuser en leur donnant une chair, en leur donnant de la chair, de l'incarnation, et du bas vers le haut en ayant un débat démocratique national sur les questions européennes. Ça passe par ce qu'on fait là, les élections européennes, mais aussi par le fait d'avoir un moment en Europe, ne serait-ce que dans notre vie nationale, au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat et dans nos différents débats démocratiques. Et donc, j'ai complètement dévié de la question, mais je commençais par le pacte vert. Et sur l'autre sujet qui est des différents groupes politiques, c'est passionnant puisque si la politique européenne vous amuse, on a un double alignement national et partisan des députés européens. Et donc, vous regardez, par exemple, le groupe socialiste et démocrate vote de manière assez alignée sur des choses type, par exemple, libre-échange, type nouveaux accords de libre-échange, alors que les députés européens français socialistes votent quasi constamment contre. Donc, ils ne sont que 6, donc on ne peut pas dire qu'ils pèsent BZF pour l'instant, mais parce que les Français ont une vision très négative de ces accords de libre-échange, ce qui n'est pas, par exemple, le cas des socialistes espagnols ou italiens. Par exemple, l'accord Mercosur en Espagne est vu de manière très positive, en Allemagne aussi. Et donc, c'est aussi une question d'intérêts nationaux qui sont placés différemment. Et donc, il y a une double allégeance qui est à la fois politique et nationale. Et donc, les députés sont constamment en train de jongler avec ça. Ce qui fait que, et en fait, Mathis le disait en creux, la vie politique européenne est assez passionnante parce qu'elle s'affranchit beaucoup des libertés partisanes. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voudrais ajouter de ton côté ? Moi, du côté, pour cette question-là, ça me semble correct. Je pense que pour ce qui est des socialistes, correct, c'est pas le bon mot, mais en gros, j'ai rien de pertinent à ajouter, c'est plus. Non, j'ai l'impression que le cas des socialistes est un peu particulier, c'est qu'aussi, c'est facile de se singulariser lorsque ton poids politique est peut-être pas très important, parce que ça te permet de donner aussi une légitimité ou une crédibilité. Je pense que les socialistes au niveau européen, c'est le deuxième plus grand groupe. Donc je pense que, et même parmi les pays où ils comptent beaucoup, notamment en Allemagne, je pense sachant qu'ils ont une pression de leur gouvernement, c'est plus important pour eux de faire un seul bloc pour faire dans leur vote. Néanmoins, j'ai l'impression que, pour répondre à la question spécifique des écolos, de souvenir dans tous les votes que j'ai vus, les écolos votaient tous d'une traite pour les différentes réformes européennes. Lucas est en train de nous dire qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement, mais en 2 minutes. Du coup, je crois qu'on avait une deuxième question sur un autre sujet. Exactement. Là, c'est sur la question de la planification, parce que du coup, je n'ai pas tout à fait compris, Théo, la position. Est-ce que l'idée d'une planification écologique à la française, très directive, est pas mal parce qu'elle a une feuille de route bien située, ou là où, à l'échelle européenne, on en manque, et c'est peut-être ça qui refroidit la droite ou le centre-droit, ou au contraire, c'est pas assez ambitieux, ça ne s'adapte pas à des enjeux qui changent constamment, et du coup, on tend à partir sur des objectifs qui seront plus les bons dans 5 ou 10 ans, parce que les sujets changent très vite. En l'occurrence, le Green Deal est une planification assez technographique, assez verticale. Par exemple, la loi climat, donc le règlement de 2021, qui impose moins 55% d'ici à 2030, est un règlement qui s'applique à tous les États sans logique. Tu vois, il y a 2 formats dans les lois européennes, il y a règlement et directive. Donc directive, c'est transcription nationale, et règlement, ça s'applique à tous pour tous. C'est un règlement qui s'applique à tous
depuis son adoption, avec des logiques de sanctions, des logiques de surveillance par un comité scientifique, et en mettant les pistes que sont les 12 ou 13 lois et textes européens qui ont été modifiés dans le cadre du Green Deal ou de son premier jet sur ce qu'il faut changer, et en même temps en mettant les États dans l'obligation d'adapter leur stratégie, ce que nous on appelle la stratégie nationale bas carbone, face à ces objectifs. Donc en l'occurrence, ce n'est pas toujours ce que fait la politique européenne, qui peut fonctionner notamment dans le cadre des fonds de cohésion par une logique beaucoup plus incitative. Mais là, on a balancé l'artillerie lourde de la technocratie verticale qui fait appliquer une règle pour tout le monde, même objectif, que tu sois la Pologne ou la France, malgré une différence de développement économique, malgré une différence de mix énergétique, tout en mettant des fonds qui sont différents ensuite selon le point de départ des différents États. Mais on n'a pas ces logiques différenciées, par exemple, qu'on pourrait avoir, ou régionalisées même, qu'on pourrait avoir en vue de l'historique. Là, je rencontre ma limite de compétence, c'est peut-être à Mario Draghi, Enrico Letta ou aux grands actuels fondateurs de l'Union qu'on est en train de créer ou de recréer post-crise climatique. En fait, il faut voir qu'on est aussi en train de vivre une nouvelle ère. Je veux dire, moi j'ai commencé à traiter des questions européennes il y a 10 ans, et je vais vous dire qu'en 2014, pendant le scrutin européen, on se faisait chier comme des rats morts. On allait dans la rue pour parler d'Europe aux gens, et on parlait de quoi? Du droit à l'oubli sur les grandes plateformes. On parlait de choses en fait qui sont de la décennie où moi je suis né, c'est-à-dire du rêve européen qui était Schengen, Maastricht, l'euro, de l'auberge espagnole, d'Erasmus. On parlait que de choses qui s'étaient faites il y a 15 ans. Et donc malheureusement le monde a changé au sens du dramatique, mais par contre l'Europe a également changé au sens du concret. C'est-à-dire que pour la première fois, elle traite de la vie ou de la mort des gens par l'achat de vaccins dans la crise sanitaire, par le fait d'aligner ou non nos objectifs d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, et aujourd'hui de géopolitique avec la question ukrainienne. Donc, on est en train de construire une nouvelle ère dans laquelle l'Europe s'affirme, et encore plus si on voulait suivre par exemple le discours de la Sorbonne 2, mais dans lequel l'Europe s'affirme comme directrice et dans lequel elle dit le pouvoir a changé de camp. Et c'est moi qui l'ai sur la question notamment du climat. Donc, on verra bien ce qu'il en est, mais en tout cas, le récit est celui-ci. Écoutez, merci beaucoup pour ces deux interventions. Est-ce qu'il y a peut-être des dernières questions de manière générale sur le sujet, ou c'est bon? Je vais revenir vraiment à la base. J'ai pas bien compris ce que c'est Quota Climat. Ouais, je suis navré, j'aurais dû introduire au début, je me suis fait la remarque après. En fait, Quota Climat, ça cherche à ce que les médias parlent plus et mieux d'écologie. Le slogan qui est un peu cringe, je couperai ça au montage, mais si ma présente me vaut, c'est mettons la crise écologique à l'agenda médiatique. Non, en vrai de vrai, pour préciser un peu, on a trois piliers différents. On a l'interpellation des médias sur les réseaux sociaux. Donc en fait, quand on voit un contenu soit de radio, soit de journal, soit de télé qui est problématique, donc c'est-à-dire soit qui est clairement climato-sceptique, soit qui remet en cause le consensus scientifique, etc., on va faire un post, donc soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, pour dire pourquoi est-ce que c'est un mauvais contenu. Encore une fois, l'idée, c'est pas du tout partisan politiquement. C'est pas, en gros, si vous faites un article de droite, ça ne nous plaît pas. C'est pas ça du tout. C'est lorsqu'on remet en cause le consensus scientifique, donc lorsqu'on désinforme, là, on intervient. On fait un post, quoi. Je pense notamment aujourd'hui à un truc qui m'a fait péter un câble pour dire, c'était sur Sud Radio, qui invite très souvent des climato-sceptiques. Et là, il y a eu une intervention de l'homme, j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui a écrit GIEC, sortir des mensonges du GIEC, un truc comme ça. Et il a sorti un 2. comme si 300 pages, ça ne suffisait pas. Il a sorti un deuxième bouquin là-dessus. Et il a été invité sur Sud Radio, interview de 40 minutes, pas du tout remis en question, parole d'évangile, vraiment descendant. Et c'est pas pour faire genre, enfin je suis pas si frileux que ça, mais à écouter 40 minutes 2 fois de suite, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est plus mon travail, en fait on porte une proposition de loi pour mieux cadrer la parole des médias en ce qui concerne la crise écologique.
En fait, l'idée, c'est de donner des armes à l'ARCOM, donc qui est l'autorité de régulation, pour combattre le climato-scepticisme. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un est climato-sceptique dans les médias, c'est pas ouvertement illégal, c'est pas ouvertement puni. Et l'ARCOM, en fait, n'a pas les armes pour punir ça. Alors que l'ARCOM a les armes pour notamment punir, pour s'impliquer dans la protection de l'enfance, la protection des mineurs, la juste représentation des hommes et des femmes dans les programmes. Ça, l'ARCOM a des armes, mais le climato-scepticisme ou le climato-dénialisme, il n'y a pas d'armes. Deuxième point, la loi a aussi quelques pans sur la pub et le climat. Et troisième point, en fait, on a mis en place un baromètre de la couverture médiatique des enjeux écologiques. Donc en fait, c'est un outil informatique qui permet de quantifier et de qualifier comment est-ce qu'on parle d'écologie dans les médias. Et voilà. Et je pense que cette triple casquette, elle est assez intéressante parce que notamment l'échelon réglementaire sur lequel je mets une petite emphase. Moi, à la base, j'ai fait des études d'ingénieur. Et j'ai voulu aller dans le réglementaire parce qu'en fait, je pense sincèrement que c'est là où les choses changent. Et je pense que c'est pour ce qui est du climat, je pense que c'est en parlant d'écologie mieux que les politiques seront obligés d'y répondre parce que ça répond à une commande, comme l'a précisé Mathis tout à l'heure. Et c'est ça qui peut véritablement permettre d'avoir des changements, des politiques de changement concrètes. Et du coup, juste rapidement, dernière petite question avant de clôturer. Moi, j'ai une question parce que du coup, là, on lance cette campagne pour les européennes parce qu'on a envie d'aller stimuler la jeunesse pour l'inciter à voter. Maintenant, ce qu'on se rend compte, et enfin moi, ce dont je me suis rendu compte ici, c'est qu'on a quand même la chance, entre guillemets, de se prêcher entre convaincus. Et que en fait, tous les éléments de langage qui ont été utilisés là, c'est des choses qui nous parlent, mais qui en fait parlent pas du tout à la majorité. Et quand on va dans la rue, on se rend compte que en fait, plein de jeunes ne votent pas déjà parce qu'ils se sentent pas représentés, mais parce qu'en plus de ça, c'est archi pas accessible, quoi. Il y a une forme d'élitisme dans ce fonctionnement-là, et qu'il faut vraiment mettre en marche quelque chose qui est dans l'allée vert pour en fait parler avec des mots qui sont simples, avec des termes qui sont simples, histoire de pas attendre d'avoir un bac plus 34 pour comprendre tout ça. Et donc, est-ce que vous auriez, je sais pas, des tips, des astuces, des messages que vous avez déjà pu porter pour justement un public qui n'est pas forcément averti, mais pour essayer en fait de faire comprendre à ces personnes-là que c'est pas parce qu'on comprend rien à la politique qu'on n'est pas légitime pour aller voter et qu'en fait on ne compte pas, quoi. Donc voilà, je suis preneuse. Je me permets peut-être de commencer, puis Théo, si tu veux ajouter un truc. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi et je te remercie vraiment d'avoir mis ce message en place parce que c'était. Moi, je milite vraiment pour qu'on arrête de se parler de techno à techno et je me permettrais même de dire de parisien entre parisiens. Il y a le gros Paris qui est à Paris au début et évidemment, je me mets dedans. Enfin, moi aussi, j'habite à Paris. Moi, ce que je trouve. Dans le 8e, en plus, je suis désolé. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'au début de cette présentation, on a quand même fait 10 minutes d'explication pour expliquer comment l'Europe fonctionne. C'est quand même dingue qu'on ne sache pas, et c'est pas du tout une critique. Je veux dire, moi j'ai appris des trucs. J'ai vraiment appris des trucs. C'est quand même dingue de se dire que moi j'ai 23 balais et je ne sais pas comment l'Europe fonctionne alors que ça dirige tout notre quotidien. Donc en effet, moi je pense qu'il y a un vrai enjeu, je milite un peu pour ma paroisse, mais je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu que les médias en parlent énormément. J'avais mis une slide peut-être. Allez, j'ai mis une slide. Ça c'est justement la Fondation Jean Jaurès qui a fait ça en 2019. Pour votre avis, oui, qui a fait ça en 2019. Ça c'était les programmes des différents JT qui traitaient des différentes institutions européennes et on voit que c'est vraiment minime, c'est vraiment à la marge. En fait, on n'en parle pas, donc pour faire simple, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, je pense qu'il y a un vrai enjeu que les médias en parlent plus. Ça, c'est à l'échelon des médias. À l'échelon citoyenne, il y a un enjeu de s'investir, d'en parler autour de soi, de partager les différents contenus sur les réseaux sociaux, toucher un maximum de gens. Et peut-être d'un point de vue plus personnel, je pense que la posture à adopter, c'est peut-être une posture d'humilité et de tolérance, de pas nécessairement imposer les trucs, même parmi les gens qui sont peut-être conservateurs. J'imagine que les enjeux européens, c'est des enjeux qui sont souvent assez progressistes. Donc c'est pour ça que j'en déduis que la plupart des gens militent pour des enjeux de base progressistes, mais peut-être même vis-à-vis de gens qui sont conservateurs et qui sont sceptiques vis-à-vis de l'Europe, avoir une posture vraiment, essayer d'expliquer calmement, de comprendre aux gens qu'en fait l'Europe c'est pas une ennemie, mais c'est véritablement ce qui permet, ce qui conditionne comment les gens au quotidien se nourrissent, comment les gens vont se déplacer, comment les gens vont se chauffer. Et en fait c'est important de s'éduquer sur ces sujets parce qu'en s'éduquant on s'émancipe. Et je pense que faut à titre personnel être humble et essayer d'expliquer aux gens du mieux qu'on peut comment ça fonctionne, quoi, simplement.
Et est-ce que Théo, tu vas ajouter une dernière chose Un avant de très rapide finir complément. Déjà, un grand merci à vous pour l'organisation de nos échanges. Sur ce dernier élément, je vais faire un truc que les militants de l'Europe font rarement, c'est ne pas m'inquiéter, puisque nous vivons sinon dans une inquiétude constante, que notre beau projet soit détruit comme un fétu de paille, alors qu'on a mis longtemps à le construire, qu'on en est très fiers de la construction européenne. Et pour le dire autrement, je crois comme quand je donnais l'exemple d'une rédaction dans laquelle tu arrives et tu demandes comment fonctionne la navette parlementaire ou le trilogue. En fait, quand tu arrives à table et que tu as envie de parler de politique, que ce soit de sujets climatiques, migratoires, sécurité, économique, de logement, tu commences pas le sujet en disant tiens, Bruno Le Maire a parlé des taux d'emprunt pour que les jeunes deviennent propriétaires, ça m'intéresse. Non, tu te dis putain, c'est la galère. Si je veux devenir propriétaire, je ne sais pas comment je vais faire. À la fois, c'est ultra cher et en plus, je ne peux pas m'endetter parce que les taux ont augmenté par rapport à l'époque où vous achetiez bande de vieux boomers. Et donc ça, évidemment, tu es en train de parler de politique. Tu es en train de parler du taux directeur de la BCE, des normes européennes et françaises sur le logement qui amènent à retirer des logements du parc locatif parce qu'on ne peut plus les louer et donc à réduire l'offre et donc à faire monter substantiellement la demande et donc à créer une pénurie de logements locatifs. Et en plus, du coup, tu es en train de parler de politique française sur la question de la manière dont on applique ces normes, dont on construit, de la zéro artificialisation nette pour la construction de logements, etc. Tu n'as pas abordé le sujet par la question de la zéro artificialisation nette, tu as parlé du sujet politique. L'Union européenne, c'est exactement comme ça. Et la chance qu'on a enfin, je disais par rapport à 2014, c'est qu'on traite au niveau européen de sujets qui sont au cœur des préoccupations des gens. Les top 4 priorités des Français avant que la sécurité et les crises géopolitiques arrivent, là il y a quelques semaines, au-delà de l'Ukraine je veux dire, c'était immigration, santé, économie, pouvoir d'achat, inflation, retraite et climat. Et tout ça sont des sujets dans lesquels l'échelon européen il est clé. Et donc il faut dépassionner et surtout il faut le traiter de manière transversale. Je veux dire, je pense que vous avez certainement dû signer un texte vague quelconque, moi aussi certainement à un moment, en disant que les collectivités locales étaient clés dans la transition climatique. Et c'est vrai de l'échelon européen jusqu'à la transition au niveau local. Et donc je crois qu'il faut surtout désinstitutionnaliser le débat en disant qu'on va d'abord parler d'enjeux. Et donc même si tu ne connais rien, c'est comme, vous savez, il y a cet indicateur marketing du top of mind, c'est citez-moi une marque de pâtes. Instinctivement, vous allez me dire Barilla, Panzani, voilà. Le sujet, c'est qui est le candidat pour lequel votre priorité est représentée. La politique migratoire plus restrictive, une politique climatique plus ambitieuse. Et donc, c'est ça, finalement, la question qui est posée le 9 juin. C'est rien d'autre. Et ensuite, évidemment, il y a le sujet d'une vie politique européenne qu'il faut suivre et mieux documenter. Mais donc, il faut désinstitutionnaliser. Et je finirai sur un élément. L'extrême droite l'a super bien compris. Et je vous invite vraiment, si vous voulez vous faire un peu peur, un peu fascinant, il y a un peu de tout, ça tient du film d'horreur, à écouter les meetings de Marion Maréchal. Ils ont totalement lâché la rampe. Vraiment, il n'y a plus rien de rationnel dans cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quasi fédéralistes européens maintenant, vu qu'ils ont compris qu'on peut construire au Parlement européen une majorité qui est pour une forme d'Europe forteresse, qui est pour appliquer ce type d'exemple qu'on a là aujourd'hui avec l'Italie de Giorgia Meloni, c'est-à-dire des accords avec les pays d'accueil pour que les demandeurs d'asile y traitent leurs demandes, et c'est un peu, mais pas autant, le sens du pacte vert, pour éviter la répartition européenne par solidarité. Ils ont compris finalement que leur politique migratoire pouvait être appliquée au niveau européen, et donc là, pas de souci. On peut être européen, on peut donner plus de pouvoir à l'Union quand il s'agit de faire une Frontex type police militaire et non pas accueil de réfugiés et sauvetage en mer. Et donc c'est exactement la même chose qu'il faut faire sur le climat, c'est ce qui avait été fait en 2019, désinstitutionnaliser pour porter des priorités. Et ça, c'est le sens du débat politique qu'on est en train d'avoir. Merci beaucoup.